Est-ce qu'il y a une concurrence pour justement capter ces talents qui seront amenés à consacrer cette notion de talent, à libérer ce potentiel, à former ces étudiants? Est-ce qu'on sent une concurrence pour capter les meilleurs profils? Bien sûr, il y a une concurrence. Féroce. Bien sûr. Parce que, comme l'a dit Monsieur Levesque, ils ne sont pas nombreux. Il y a une concurrence, et cette concurrence, elle est accentuée ou elle est pilotée par un certain nombre d'avantages qu'on peut présenter ici et là. Et comme partout, aujourd'hui, les avantages recherchés par les cadres, par les enseignants, c'est au-delà du salaire, il y a aussi le cadre, il y a aussi l'état d'esprit de l'établissement, il y a aussi le contexte dans lequel on peut évoluer, il y a aussi les possibilités de s'exprimer, etc., les possibilités d'évolution. Donc, ce sont des choses qui sont de plus en plus demandées et qui sont justement des éléments de différenciation qui font qu'on va attirer plus ou moins tel ou tel profil. Effectivement, c'est une denrée rare. Mais en même temps, elle n'est pas totalement formée. C'est-à-dire que nous devons, en quelque sorte, une fois à l'intérieur, avoir deux aspects fondamentaux, à mon sens. Le premier, c'est compléter leur formation par les soft skills. Parce qu'il se trouve que toutes ces personnes-là n'ont pas eu, on n'a pas évolué, nous, dans un système où les soft skills étaient à la mode. Donc, et comme le métier d'enseignant est un métier de coaching, il faut que nos enseignants soient en mesure d'avoir et de maîtriser les outils de coaching et d'accompagnement pour que l'accompagnement soit je dirais, bien au profit de l'étudiant. Deuxième élément, la formation des formateurs et la mise à jour de leur formation. Sefhad disait que bon, dans l'aspect technique, les choses évoluent beaucoup, mais dans tout le monde, toutes les disciplines, ça évolue énormément vite. Et donc, nous devons, en quelque sorte, assurer un accompagnement pour que la mise à jour soit faite et pour qu'on s'adapte à ces nouvelles techniques en termes de méthodologie, en termes de rigueur, etc. Tout à l'heure, on parlait de ChatGPT. Eh ben oui, ça devient une réalité. Il va falloir maintenant qu'on forme nos enseignants à la chose et qu'on accompagne les étudiants à utiliser à bon escient et correctement cet outil. Et non pas, comme j'ai entendu ici et là, interdire. Parce que interdire, bon, mais là, c'est un challenge pour nous aussi, et c'est un challenge pour nous et pour nos enseignants. En tout cas, en fait, je pense qu'on a tous subi ceci, c'est qu'un enseignant peut parfaitement nous faire détester ou aimer une matière. Et du coup, c'est ce qui arrive, notamment pour l'orientation, carrément. Nous, par exemple, ce que nous avons mis en place la notion de P3, un professeur permanent principal, qui est très proche justement de l'étudiant. Et une des missions de ce professeur-là, justement, d'essayer d'identifier, détecter, on va dire, les lacunes, les besoins de chaque étudiant. Mais afin que ce P3 puisse justement effectuer ce travail-là, il faut l'accompagner aussi dans un premier temps. C'est pour ça que le choix, effectivement, il est très exigeant. Et même le quotidien devient exigeant vis-à-vis des enseignants parce que qu'on veuille ou pas, ça représente quand même l'un des acteurs principaux quand même pour mettre sur le marché ces fameux talents dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est aussi compliqué pour vous que pour les autres branches? Pour toute institution de l'enseignement supérieur qui se respecte, bien sûr, il y a deux règles fondamentales. La première, mettre l'étudiant, l'apprenant, au centre de toutes les réflexions, de toutes les préoccupations, de tout l'écosystème. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, la principale richesse de l'établissement, c'est son capital humain. Donc, il faut savoir en prendre soin. Bien sûr, il y a le recrutement, il faut aller chercher, comme on dit, la perle rare, mais il y a aussi, ça a été dit, ça a été répété, l'accompagnement. Il y a aussi la mise en place d'un plan de carrière pour l'enseignant. Nous, par exemple, au niveau de notre institution, depuis des années, on a recruté, je donne un exemple, une technicienne spécialisée pour un atelier de travaux pratiques qu'on a su accompagner dans le temps parce que cette technicienne a eu de la volonté, de la motivation et on l'a accompagnée progressivement pour qu'elle devienne ingénieure
dans le cadre d'un système de VAE, validation des acquis et de l'expérience avec un partenaire français, un master recherche et un doctorat. Donc il y a aussi un plan d'accompagnement, un plan de carrière, parce qu'aussi ça fait partie de la motivation de ces ressources humaines. Il n'y a pas que le côté salaire. Bien sûr, il y a la formation, c'est tout au long de la vie. C'est valable aussi pour le corps enseignant et administratif. Tout à l'heure, on a parlé des cahiers des normes pédagogiques. Oui, il y a des règles à respecter, mais rien ne vous dicte. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur d'un module? Quelle méthode pédagogique utiliser? Là aussi, il y a libre à l'imagination de chacun. Donc, on peut introduire une démarche projet, on peut introduire des activités ludiques. L'objectif final, c'est qu'on est sûr qu'à la fin, l'étudiant, l'apprenant, va acquérir les compétences nécessaires.